formation des enrôlés. Nous ne pouvons même pas parler des cadets de l'académie militaire. Ah, dites-moi maintenant, où est-ce que vous voulez en venir? Où est-ce que vous voulez en venir? S'il a suivi un cours pareil, s'il n'a pas suivi ce cours, donc il ne mérite pas le grade d'ailleurs pour un homme ou soldat de première classe, bon, par contre, revolver, ceci, c'est là. Maintenant, on attaque personnellement le témoin. On attaque pas personnellement, directement le témoin. Directement. Monsieur le Président de la Cour, je vous saurais gré de prendre en considération l'objection faite par le Conseil de la Défense. Savoir que la question posée attaque directement le témoin, sa crédibilité, et même, moi je peux dire, même la personnalité du témoin. Après, s'il dit non, après il sera complexé s'il dit non. S'il dit non, il a été promu par élevé au rang de la par faveur, il n'a même pas les qualités. Prenez-en note, Monsieur le Président de la Cour. Monsieur le Président de la Cour, l'accusation a écouté avec beaucoup de patience la défense dans toute sa verve s'opposer de manière énergique à cette question pourtant fondamentale. Je dois ajouter en passant qu'en écoutant la défense, Himmler Rebu, l'individu, l'instructeur, a une petite note de déception. Note de déception enregistrée par des assertions de l'accusation, de la défense, assertion que la défense sait très bien être fausse. J'ai eu, au cours de ma carrière d'instructeur, la chance de travailler et à l'académie militaire où l'on forme les officiers et au camp d'application pendant 5 ans où l'on forme les soldats. Le coup de pistolet calibre 45 ne figure pas dans le programme de formation des soldats, cette arme ayant été dans le temps destinée uniquement aux officiers des forces armées d'Haïti. La responsabilité n'est pas à moi. La responsabilité n'est pas à moi. La responsabilité n'est pas à moi. Monsieur le Président de la Cour, Monsieur le Président de la Cour, j'ai la parole. Monsieur le Président de la Cour, j'ai la parole. Je viens d'enregistrer ma deuxième déception au cours de ce procès en m'entendant couper la parole par le défenseur qui a été mon élève à l'académie militaire. Je lui ai toujours appris à se taire quand les autres ont la parole. Qu'en se taisant, on a beaucoup plus de choses, beaucoup plus de chances d'apprendre les choses qui manquaient à notre savoir. Ça a été ma deuxième déception au cours de cette séance. Monsieur le Président de la Cour, je continue. L'instructeur n'a pas formé l'avocat, Monsieur le Président de la Cour. Attendez que vous ayez la parole. Monsieur le Président de la Cour, je continue. La défense veut s'opposer à cette question fondamentale parce qu'elle s'attend à en tirer les fruits au moment de la présentation de l'arme du crime. La défense sait très bien que l'arme du crime a été un pistolet Taurus. La défense voudrait que le témoin ici présent s'en aille de la salle sans que le jour ait été fait autour de ce point noir que l'accusation se charge d'éclaircir. Et pour la Cour... Il n'y a pas de point noir, le témoin a déclaré. Il n'y a pas de point noir. Monsieur le Président de la Il a Cour, déclaré. est-ce que j'ai la parole? Vous n'avez pas la parole. Est-ce que j'ai la parole, Monsieur le Président de la Cour? Vous l'avez. J'estime qu'il est trop tard d'apprendre quoi que ce soit au début. Le cours sur le pistolet calibre 45 est un cours enseigné presque exclusivement à l'académie militaire à l'intention des officiers des forces armées d'Haïti. Car le pistolet Colt calibre 45 est une arme uniquement distribuée aux officiers.
l'arme reconnue aux enrôlés des forces armées d'Haïti est le revolver calibre 38. Il n'est donc pas étonnant que sous-officier n'ait jamais eu, au cours de sa carrière, à manipuler un pistolet calibre 45. Parce que les règlements... On a manipulé, ce qu'il a vu qu'on a demandé. Les règlements... C'est ce qu'il a vu qu'on a demandé. Monsieur le Président de la Cour, je suis d'accord que les principes du manuel de justice militaire interdisent qu'on lui lie la langue à la défense. Mais il y a quand même une limite de respect que la défense doit à la Cour, à l'assistance et même à l'accusateur militaire qui fut son ancien instructeur. J'apprécierais qu'il apprenne à s'asseoir, à se taire, parce qu'il n'a la parole. Il n'a pas la parole. Le pistolet calibre 45 a été remplacé au niveau des forces armées d'Haïti par le pistolet 9 mm Taurus. Nous venons de souligner à l'attention. Pas étonnant que Naolé n'ait jamais eu à toucher à un pistolet Colt 45. Encore absolument pas étonnant que Naolé ait eu à toucher à un pistolet Taurus, qui est une arme qui vient à peine d'être distribuée aux officiers des forces armées d'Haïti. Donc, l'élément matériel qui reste pour le soldat, c'est que l'officier a utilisé une arme. L'arme que le grand quartier général avait mis à son service pour la protection des vies et des biens. C'est là l'élément fondamental. Je fais cette ouverture, Monsieur le Président de la Cour. C'est parce que, bien après le départ de ce témoin, au cours même de son argument de clôture, la défense viendrait nous dire que le soldat, le caporal, le soldat de première classe, avait eu à dire que l'officier avait utilisé un revolver Colt 45. Il l'a dit et c'est écrit dans la minute. C'est un non-sens absolu. C'est un non-sens absolu puisqu'il n'existe pas au niveau des forces armées d'Haïti de revolver calibre 45. Et nous ne sommes pas. Il existe un pistolet calibre 45. Donc, ce malentendu que l'accusation a voulu souligner à l'attention de la Cour, qui pourrait être à l'avantage de la défense, bien après le départ du témoin, comme je viens de le souligner, ce n'est pas pour plaider sa cause, ni pour coincer l'officier accusé, mais c'est pour répondre à son devoir d'accusateur militaire qui est de faire toute la lumière autour de l'affaire en litige. Il serait regrettable qu'en tant qu'accusateur militaire, que nous sortions tous de cette salle avec ce petit point d'interrogation. C'est pourquoi, ne voulant pas prêter des intentions au témoin, l'accusation lui a demandé est-ce qu'il a eu à suivre un cours sur le pistolet Colt calibre 45 au cours de sa période de formation, situation qui serait une solide assertion que l'élément sait très bien distinguer un pistolet du revolver et le pistolet calibre Colt 45 d'un éventuel pistolet Taurus 9 mm. Voilà l'objectif de la question qui a été posée par l'accusation, Monsieur le Président. Donc je demande que la question soit retenue et que le témoin nous dise ici, le témoin ici présent nous dise s'il a eu à suivre un cours sur le pistolet calibre 45. De toute façon, Monsieur le Président de la Cour, le manuel de justice militaire est clair, absolument clair sur la question. C'est-à-dire, le témoin est venu ici pour déposer sur ce qu'il a vu ou entendu. Autant vous dire que toutes les considérations, de très belles considérations d'ailleurs, toutes les considérations faites par l'accusateur militaire relativement à l'usage, non-usage, arrivage, tous les âges des armes dans les forces armées d'Haïti ne nous concernent pas. Il s'agit ici d'une question posée au témoin qui est en rapport direct avec sa formation
et, par incidence, avec sa personnalité. Autant vous dire que le soldat sache distinguer ou non un col 45 ou pistolet 9 mm. D'ailleurs, vous avez introduit avec élégance le pistolet 9 mm dans les débats. Je vous en félicite. Beaucoup d'élégance. Parce que il fallait rafraîchir la mémoire du témoin. C'est pas toutefois bien. Nous l'acceptons. Ceci ne nous intéresse pas. Le témoin a dit, déclaré, sous serment et en public, qu'il a vu l'officier donner la mort au nommé Jules à l'aide de son revolver calibre 45. C'est ce qu'il sait. C'est ce qu'il a vu. Il a entendu la détonation également. Peut-être, je ne sais pas, suivant ses possibilités, il peut même faire référence entre la détonation et l'arme qui a tiré. Ceci ne nous intéresse pas. Mais le témoin a bien dit clairement pour tout le monde, et j'estime que tout le monde ici présent a entendu, l'officier a donné l'arme. Et je vois qu'un soldat, élevé au rang de soldat première classe, qui n'a même pas la possibilité de faire la distinction entre un revolver et un pistolet calibre 45, ceci pourrait normalement complexer l'individu. C'est-à-dire, vis-à-vis de ses compagnons, il verra, les autres verront, d'une part, qu'il a été promu par faveur, et d'autre part, il ne mérite même pas le chevron qu'il porte. D'ailleurs, il s'est distingué. Je le répète, le bonhomme a exécuté avec performance sa mission. Il a reçu un rapport, il s'est déplacé, il a procédé à l'arrestation, a amené, prévenu à la salle de garde. Ensuite, il a fait chercher son supérieur hiérarchique. Il n'y a pas question ici de pistolet 9 mm, de pistolet col 45 que le soldat de première classe aurait éventuellement suivi. Monsieur le Président de la Cour. Avec votre permission, et l'accusateur militaire vient de nous entretenir assez, le défenseur vient de nous entretenir assez longuement d'ailleurs sur une éventuelle attaque de la crédibilité du témoin. L'accusateur militaire, fort malheureusement, est obligé de lire l'article 274 du manuel de justice militaire à l'intention du Conseil de la défense sur la définition de la crédibilité. Article 274. En quoi consiste la crédibilité? La crédibilité d'un témoin est son mérite d'être digne de foi. Elle est déterminée par son caractère, sa subtilité d'observation, l'exactitude et la fidélité de sa mémoire, par sa façon générale de témoigner, par ses rapports avec la question en litige, par sa mine et sa conduite, ses préjugés, par sa réputation générale de sincérité et de crédibilité dans la société où il vit, par la comparaison de sa déposition avec d'autres déclarations faites par lui hors de la cour, par la comparaison de son témoignage avec celui des autres. Monsieur le Président de la Cour. C'est même pas nécessaire de répondre à l'accusateur militaire, il a sa réponse, il a lu. Monsieur le Président de la Cour. C'est même pas nécessaire de répondre. En quoi l'intervention de l'accusation, qui demande au témoin ici présent s'il a eu ou non à suivre un cours sur le pistolet Colt 45, en quoi cette question attaque-t-elle la crédibilité de ce témoin? Je viens de lire pour le défenseur, à l'intention de la Cour, et pour l'assistance, la définition légale de la crédibilité. La crédibilité du témoin n'est pas attaquée, Monsieur le Président. La crédibilité du témoin n'est pas attaquée. On lui a posé une question sur un fait, à sa connaissance, au cours de la période de formation qu'il a eu à subir, a-t-il, oui ou non, suivi un cours sur le pistolet calibre Colt 45? Quel déshonneur y aurait-il à ce que le témoin ici présent n'ait point eu à suivre un cours sur le pistolet calibre Colt 45? Combien de cours
concernant l'état-major général des forces armées d'Haïti, n'enseigne-t-on pas à l'académie militaire aux officiers qui sont supposés avoir leur grade, et ce grade est pour l'instruction jusqu'au grade de capitaine ou de major? Hors des débats. Ce n'est pas hors des débats. Vous voulez nous faire croire qu'il y a une formation globale. Donc vous pourriez me dire que la stratégie militaire est également étudiée au niveau des soldats des forces armées d'Haïti? La réponse est non. La stratégie militaire est étudiée au niveau de l'académie militaire, au niveau des officiers qui sont supposés devenir majors, lieutenant-colonel, colonel. Ce n'est pas là la question. Donc, quelle honte, monsieur le président, j'ai la parole. Ce n'est pas là la question. Ce n'est pas là la question. Quelle honte y aurait-il à ce que Naolé ne maîtrise point les données concernant la stratégie? Non, non. Il n'y a absolument pas de honte parce que cette matière-là ne fait pas partie de son curriculum par rapport à l'utilisation que les forces armées d'Haïti comptent faire de cet élément. C'est pas là la question. Monsieur le président de la Cour, nous sommes tous passés à un centre d'instruction. C'est un fait à notre connaissance de savoir si oui ou non nous avons suivi tel cours. Je ne vois pas en quoi cela peut attaquer notre crédibilité, notre honneur, notre fierté, de dire oui ou non, nous avons suivi tel cours. Je ne vois pas pourquoi cela attaquerait notre crédibilité, monsieur le président de la Cour. Il y a des cours qu'à mon grade de major, je n'ai pas encore suivi. En quoi cela attaquerait-il ma crédibilité de dire non, je n'ai pas suivi tel cours? J'ai absolument pas à avoir honte de cette affaire. Parce qu'il suffit que les forces armées d'Haïti décident que tel cours fasse ou non partie du curriculum de tel groupe d'éléments dans les forces armées d'Haïti. Donc je ne vois pas pourquoi la défense s'acharne à s'opposer à cette question. Je ne vois pas pourquoi l'élément devrait avoir honte. Ce n'est pas lui qui a décidé d'étudier ci, d'étudier là. Il subit le curriculum, on lui donne une formation pour une fonction précise. Au moment où il lui faut être sous-officier, avoir le grade de caporal, de sergent dans la force armée d'Haïti, nous savons qu'en application, il y a un cours de formation lui permettant d'avoir accès à ce grade. Nous savons qu'avant d'être officier de la force armée d'Haïti, sitôt son grade reçu, il sera envoyé à l'académie militaire pour recevoir un cours pour pouvoir être apte comme officier à remplir les fonctions de sa charge. Donc je ne vois pas la honte qu'il y aurait à ce que sergent, par exemple, ignore les cours qui sont enseignés aux officiers. Il n'est pas un officier. Pourquoi est-ce qu'il devrait avoir honte? C'est à l'académie militaire que nous les recevons. Ils sont promus adjudants, ils sont envoyés dans des classes d'officiers étudiants pour pouvoir faire le métier, parce que être un enrôlé c'est une chose, être un officier c'est une autre chose. Donc je ne vois pas là où la honte devrait-elle se placer. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses que le capitaine, le fameux, le super, l'intelligent capitaine Prudhomme ignore encore en fait de matière. Vous en avez honte? Absolument pas. Non, tout ce qui se réfère au grade de capitaine, il l'est. Eh bien, c'est ce que je vous dis. Tout ce qui concerne la compétence de capitaine, je suis absolument sûr que vous avez toute la formation. Mais pour être général, mon capitaine, il y a bien des choses que vous ignorez. Donc, quelle honte y aurait-il? Monsieur le Président de la Cour. Monsieur le Président de la Cour, pourquoi c'est pas là la question. C'est une question de crédibilité, de revolver à calibre 45. Mais voilà que la Monsieur le Président de la Cour, Monsieur le Président de la Cour, la question n'attaque pas la crédibilité du témoin. Mais c'est dit parce que la question se réfère à une échelle de valeur à la portée de l'enrôlé. Il est passé par un centre de formation. Nous lui demandons, a-t-il eu ou non à suivre tel cours? C'est une question à la connaissance de l'enrôlé et une question qui n'est pas en dehors du débat parce qu'il a cité pistolet et revolver, Monsieur le Président de la Cour. L'accusation apprécierait que cette question soit retenue. Bon. Monsieur le Président de la Cour, le manuel de justice militaire est clair et les objections du conseil de l'accusé restent de même. C'est-à-dire, la Cour décide que la question n'attaque pas effectivement la crédibilité de l'enrôlé en question. C'est une objection. Donc la question peut être posée. Et je demande acte me référant au même article de l'accusateur militaire. Monsieur le Président de la Cour, la Cour a pris une décision sur un fait. Mais la défense, Monsieur le Président de la Cour, c'est une insulte. C'est une insulte. Nous sommes tenus, monsieur le défenseur, d'expliquer de la minute tout ce qui se dit dans la salle du procès. C'est une attaque
c'est une attaque contre notre loyauté d'officier. J'ai le droit de demander acte. J'ai le droit de demander acte. Mais vous avez automatiquement acte de tout ce qui se dit dans cette salle. Et demain, à la reprise du procès, on doit lire tout ce qui a été dit dans cette salle. C'est à ce moment-là que vous pourrez faire vos objections, monsieur le défenseur. Écoutez, Soyez un peu chic. Nous avons parlé. Je comprends votre désarroi. Vous voyez votre client déjà derrière là-haut. Je comprends votre désarroi. Mais conservez votre calme, votre dignité, votre prestige d'officier au moins. Je le tiendrai encore. Et ceci jusqu'à la dernière minute. À la fin du procès, je le tiendrai. J'ai le droit de demander acte. J'ai le droit de demander acte. Défenseur, taisez-vous. Mettez-vous. Mettez-vous. Attendez. J'attire l'attention. J'attire l'attention tant de l'accusateur militaire que celle de la défense, que la Cour ne tolérera plus une telle discussion qui viendrait en fait semer du désordre dans le déroulement des débats. Que ceci soit clair une fois pour toutes. Parce que la Cour entend diriger effectivement les débats. Il en sera ainsi, monsieur le président. Merci. Continuez. La question était la suivante. Au cours de votre formation de soldat, aviez-vous suivi un cours sur le pistolet calibre 45? Au cours de formation dans le centre d'instruction, est-ce que vous avez suivi un cours sur pistolet 45? Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait application qui me fait ça. Qui ça? La matin, je l'ai fait ça. Oui, non, ça dit pas de côté tu fait ça. Est-ce que tu as suivi un cours et tu as fait ça tout? Oui. Sous pistolet 45? Oui, je l'ai fait. Ou tu fait? Oui, je l'ai fait. Oui. Relisez. Silence. Relisez la réponse. La réponse, c'est oui. Réponse oui. Continuez. Monsieur le président de la Cour, l'accusation n'a pas d'autres questions à poser. Bon, monsieur la Cour. Et accusateur militaire interrogé par la Cour. Silence. Interrogé par la Cour. Quelle réaction a eu? Silence. Le commandant du sous-district de Fonverette, l'adjudant Robert Métellus, après avoir donné la mort au chauffeur Jules Louis. Cabral, est-ce que vous avez une réaction que le commandant a gagné, l'elfin tiré l'élément, chauffeur et les Jules, quelle réaction que tu as gagné tout de suite après? Réaction de Qu'est-ce qui s'est passé? Réaction de gagner, il faut aller les juges de paix.
il constate, fini, il était un frère là, l'autre frère, tel là, il fait mettre frère dans la prison. Et vous prenez note, vous n'avez pas entendu. Vous recommencez. Il était l'autre frère, tel là, il dit mettez frère dans la prison. Il met frère, frère. Silence. Frère fait, Non. mon frère, un beau frère, n'a qu'une mouille. Il était dans la prison, il met dans la prison pour le demain faire le tribunal. On dit que le lieutenant fait les juges de paix. Oui, oui, les juges de paix. Et puis on bon frère chauffeur qui mourir acté là. Oui. Il fait mettre en prison pour envoyer dans le tribunal demain. Demain, oui. Silence. Relisez la réponse. Non, non, posez la question aussi. Quelle réaction a eu le commandant du policier de Fontveret après avoir donné la mort au chauffeur Jules Louis? Réponse: il fit chercher le juge de paix et le beau-frère du chauffeur qui est mort a été gardé en prison, puis envoyé le lendemain matin au tribunal. Bon, question. Qu'est-ce qu'il avait dit au chauffeur avant de l'abattre? Attendez, je vais traduire pour tout à l'heure. Qui ça te dit chauffeur avant que le tire là? C'est que veut dire il paraît il ballon coup de pied. Mais pas, et puis pas. Mais ça veut dire il va ballon coup de pied bouche B, il dit on bagaille qui t'a dit qui ça que t'es sorti de bouche lui. Non, il va dire rien, c'est avec Sergent qui a parlé. Le temps vient, il tout fâché, bien mauvais, il pas qui pas être là. Il pas le Sergent, il va les ballons coup de pied, les ballons tombés. Et là, les ballons tombés, et puis il a allé regarder lui, il tire. Non. D'abord, même, il n'a pas dit rien. Non? Bon, Aïe. réponse. Non, le témoin a dit qu'il n'a rien dit. Relisez la dernière question ainsi que la réponse. Question. Qu'est-ce qu'il avait dit au chauffeur avant de l'abattre? Réponse: il ne lui avait pas parlé. Il s'était adressé au sergent. Il avait seulement frappé le prévenu d'un coup de pied et l'a abattu après. Question. Qu'a-t-il dit après la mort du chauffeur? Qui ça le dit? Qui ça te dit après que le chauffeur a fini de mourir? Ça le dit, l'élément est là, il fait mettre l'élément en prison, et puis là, il fait chercher le juge de paix, il fait constat. Même constat, il fait constat. Il fait constat, il n'a pas été non, là, il vient quoi des bouquets? Il a dit. Le 10 avec le 10 avec 18. C'est ça, moi, le dernier question. 10 avec l'enfer, on va des années. Vous cherchez le juge de paix. Et puis, il y a
Question. Qu'a-t-il dit après la mort du chauffeur? Réponse. Il a dit de mettre en prison l'autre élément, de faire chercher le juge de paix pour le constat, et ensuite il s'est rapporté au district de la Croix de Bouquet. Monsieur le Président de la Cour, suivant les dispositions de l'article 349 du manuel de justice militaire, l'accusateur militaire sollicite un ajournement des travaux jusqu'à demain matin à 10h. Pour pouvoir continuer avec l'accusation. La Cour ajourne ses travaux jusqu'à demain 10h. Témoin, vous pouvez disposer. Madame, messieurs, c'était commencé jeudi et ici quartier général de la police Port-au-Prince n'a rappelé procès ça, c'est procès adjudant Robert Metellus qui là pour répondre sur accusation ça, voie de fait et homicide volontaire sur chauffeur Jules Louis dans 27 octobre 1986. Avant de partir, pour rappeler composition la Cour qui l'a pourtant dit à faire ça. Je dis c'est tout d'abord Major Adonores Joseph Lemoine Florestan qui est président Cour. Ensuite, il y a capitaine Adonores Joël Antonio Vincent, lieutenant de vaisseau Jean-Philippe Baptiste en marine haïtienne, sous-lieutenant Ernst J.M. Lubin, sous-lieutenant Jackson Joannis qui est membre. Puis accusateur militaire, là, pour rappeler nous, c'est Major Himmler Rebu, qui vient avec lui comme greffier, mais dans le langage haïtien, nous sommes capables de dire rapporteur, c'est lieutenant Edwidge Pierre. Conseil accusé, qui est-ce qu'il a pour défendre l'accusé? C'est capitaine Hans Prudhomme. On a signalé que jugement ça, jugement qui a déroulé aujourd'hui, c'était une exigence syndicat des chauffeurs de transport qui n'a pas songé qui était organisé une grève tout dernièrement pour demander justice pour Jules Louis, un frère qui était jeune la mort dans les conditions que nous sommes d'exciter là, dans Fond Verrette. Donc c'était la première journée procès ça, comme on dit nous. Nous avons gagné pour nous retourner demain encore puisque le procès a continué. Et nous avons rappelé deux témoins que attendaient déjà dans l'occasion de ça. C'est sergent Jacques Masselin qui est en service dans Fond Verrette. Et puis il y a un caporal Joseph Geoffroy, c'est lui-même qui fait ce temps là. Donc nous avons campé aujourd'hui, nous avons rendez-vous pour demain, dans même l'heure, pour reprise procès ça. Lundi 27 octobre qui s'est passé là, dans la caserne Fond Verrette, adjudant Robert Metellus était fusillé chauffeur Jules Louis. Depuis jour ça, population 4 points pays a campé sous point de orteil. Chauffeur fait grève, il a demandé justice pour Tokayo qui perdit la vie dans condition de drogue. Il a demandé pour adjudant Metellus juger selon la loi. Eh bien, c'est matin, jugement adjudant Metellus commencé dans le grand quartier général de la police Port-au-Prince. Reportez-nous à un résumé, première séance, journée, jugement ça. Oui, ce matin, il y a un coup martial général qui vient pour président Major Adonores Joseph Lemoine Florestan qui en main procès adjudant Robert Metellus qui vient pour répondre sur la mort chauffeur Jules Louis qui était reçu une balle dans la tête le 27 octobre qui s'est passé. Coup martial là-dedans, non seulement Major Joseph Lemoine Florestan, mais il y a tout et lieutenant de vaisseau Jean-Philippe Baptiste qui est dans la marine haïtienne, capitaine Adonores Joseph Antonio Vincent avec deux sous-lieutenants, Ernst Lubin et Jackson Joannis. Pour le premier jour, ça a commencé à 10h30 matin. Il y a deux témoins qui ont parlé. C'est sergent Adonores Jacques Masselin et caporal Joseph Geoffroy. Ils ont tous deux au Fond Verrette. Ils ont dit, ils étaient là, les Jules Louis étaient joints la mort, 27 octobre là. Et qui t'a tué lui, Jean dit, c'est adjudant Robert Metellus. Au fil de l'interrogatoire de la défense, l'accusation a l'impression
il est en train de mettre le témoin en accusation. Nous ne faisons pas le procès du témoin ici présent, Monsieur le Président de la Cour, mais de préférence, nous tentons d'éclairer les lanternes de la Cour et le public en général sur ce qui s'est passé effectivement à cette salle de garde-là, à Fonverret, le 25 octobre 1986. La défense est en train d'employer une stratégie qui serait de nature à porter le témoin ici présent à ne pas parler librement, mais à se poser des questions sur les éventuelles fautes qu'il aurait lui-même commises dans l'exercice de ses fonctions. Au sens de l'accusation, Monsieur le Président de la Cour, c'est une technique malhonnête qui ne peut pas être admise au cours d'un procès aussi sérieux. Deuxième témoin, c'est la cause d'une grosse discussion pétée entre accusateur militaire Major Himmler Rebu et avocat accusé au capitaine Prudhomme. Pour qui la discussion même? Caporal G. frappe au diable qui dit c'est avec un revolver calibre 45, adjudant et touye chauffeur. Mais il faut que je dise tout que caporal là, c'est un petit gens partenaire normal li. Comme si nous t'a dit ton petit gens t'a pris cacole en bas la Pérez. Major Rebu te précisé, te pressé attirer attention la cour sur ça. Que cet officier-là, justement, tente de mettre le niveau d'émotion du témoin au niveau d'émotion qui pourrait l'habiter lui. Le capitaine Prudhomme n'est pas un officier, n'est pas n'importe quel type d'officier. C'est un officier trempé en acier, tant techniquement qu'intellectuellement. Je regrette par contre que cette force intellectuelle et cette force technique qui habite le capitaine Prudhomme l'empêche d'accepter que d'autres personnes puissent être des faibles dans la vie. Président de la Cour, l'émotion est un facteur naturel. Ainsi, sommes-nous, devons-nous nous armer de courage pour poser autant de questions possibles aux témoins pour arriver à la vérité. C'est-à-dire, même si le témoin dans sa déclaration se tromperait, j'estime qu'il est du devoir de l'accusateur militaire et de l'honnêteté de la défense de s'armer de courage, d'interroger autant que possible, et dans le cadre légal des choses, d'interroger le témoin autant que possible pour arriver à la vérité. Parce que l'émotion, c'est un facteur naturel. Nous sommes humains. Vous comprenez? Et rien de ce. Et le reste. Après toute discussion, ça, et devant toute fatigue, émotion, la tremblade qui dépend et témoin, ça, Major Himmler Rebu, une accusation a demandé pour ta renvoyer séance là pour demain matin. La Cour a décidé de faire li, et c'est demain dans le quartier général là, ça pourrait prendre. Restez stand-by, on va tourner tout à l'heure. Forces armées d'Haïti a rendu en audience publique le jugement suivant. Premier jour, quartier général du département militaire de la police de Port-au-Prince, Port-au-Prince, République d'Haïti, le 24 novembre 1986. La Cour se réunit à 10h30. Présent, Major Lieutenant de vaisseau Joseph Philippe Baptiste, marine haïtienne, Forces armées d'Haïti, membre. Capitaine Adonores, Joël Antonio Vincent, corps de transmission, Forces armées d'Haïti, membre. Sous-lieutenant Jackson Joannis, Forces armées d'Haïti, membre. Major Himmler Rebu, Forces armées d'Haïti, accusateur militaire. Sous-lieutenant Edwidge Pierre, Forces armées d'Haïti, rapporteur. Le soldat de première classe, Pléto Exen, 31-27-3, Forces armées d'Haïti, entra avec l'accusé et se présenta comme ordonnance. L'accusateur militaire donna lecture du message du chef d'état-major général PI des Forces armées d'Haïti, désignant le sous-lieutenant Edwidge Pierre, Forces armées d'Haïti, comme rapporteur. Copie de ce message
est placé en tête des présentes et marqué B. Le sous-lieutenant Edwidge Pierre, Forces armées d'Haïti, prit siège en cette qualité. Le capitaine Ernst Prudhomme, Forces armées d'Haïti, désigné d'office par le chef d'état-major général PI pour assurer la défense de l'accusé, prit siège en cette qualité. Lecture fut donnée du message irrelatif, dont copie est placée en tête des présentes et marquée C. L'accusateur militaire donna lecture de l'ordre de convocation de la Cour, dont copie est placée en tête des minutes et marquée A. Lecture fut donnée du message désignant le major Himmler Rebu, Forces armées d'Haïti, comme accusateur militaire en remplacement du lieutenant de vaisseau Jean Brunel Gobi, marine haïtienne, Forces armées d'Haïti, relevé. Lequel message porte modification à l'ordre de convocation. Copie de ce message est placée en tête des présentes et marquée D. L'accusateur militaire et chacun des membres de la Cour prêtèrent durement serment. Le rapporteur prêta serment entre les mains de l'accusateur militaire. L'accusé déclara avoir reçu une copie des chefs et actes d'accusation à la date du 22 novembre 1986. L'accusateur militaire demanda à la Cour si elle avait une quelconque récusation en ce qui concerne la composition de la Cour. La Cour répondit par la négative. L'accusé déclara ne récuser aucun membre de la Cour. L'accusateur militaire demanda à l'accusé s'il avait une quelconque objection relativement aux chefs et actes d'accusation. L'accusé répondit par la négative. La salle d'audience fut évacuée, à l'exception des membres de la Cour qui restèrent pour délibérer à huis clos. L'audience fut reprise. Toutes les parties au procès rentrèrent et la Cour déclara avoir trouvé les chefs et actes d'accusation en due forme et corrects au point de vue technique. L'accusé se déclara prêt pour le jugement. L'accusé s'étant déclaré prêt pour le jugement, fut ainsi mis en accusation. Accusé Robert Metellus, adjudant Forces armées d'Haïti, vous avez entendu les charges portées contre vous dans les chefs et actes d'accusation. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Première question. Relativement au premier chef d'accusation, coupable ou non coupable? Réponse: non coupable. Deuxième question. Relativement à l'acte d'accusation du premier chef d'accusation, coupable ou non coupable? Réponse: non coupable. Troisième question. Relativement au deuxième chef d'accusation, coupable ou non coupable? Réponse: non coupable. Quatrième question. Relativement à l'acte d'accusation du second chef d'accusation, coupable ou non coupable? Réponse: non coupable. Les poursuites commencèrent. Un témoin à charge entra, prêta serment et déposa comme suit. Interrogé par l'accusateur militaire. Première question. Déclinez vos noms, prénoms, grades et postes actuels. Réponse: Jacques Marcelin, sergent Adonores 30075, Forces armées d'Haïti, quartier général du sous-district de Fonverette. Deuxième question. Si vous reconnaissez l'accusé ici présent, dites qui elle est. Réponse: c'est l'adjudant Robert Metellus, Forces armées d'Haïti. Troisième question. Où étiez-vous le lundi 27 octobre 1986 vers les 8h30 p.m. Réponse: j'étais couché chez moi quand j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. Je demandais à la personne de s'identifier. Il répondit qu'il était un aide-police. Il me fit savoir que le caporal de garde m'a demandé de me rendre à la caserne. Je fis comprendre alors à mon interlocuteur que s'il s'agissait d'un prévenu, il pouvait le garder à la caserne, en attendant qu'il soit présenté au commandant le lendemain. Malgré tout, le caporal de garde s'était déplacé pour venir auprès de moi. Je dus me dépêcher pour me rendre à la caserne. À mon arrivée, je trouvais le prévenu à la salle de garde, les bras croisés.
C'est à ce moment que le caporal de garde m'a appris que le chauffeur présent à la salle eut des problèmes avec la sentinelle du poste avancé. J'interrogeai le chauffeur afin de savoir les raisons de son différend avec la dite sentinelle. Le chauffeur m'a appris que la sentinelle lui avait déclaré qu'il transportait du pain à bord de son véhicule, alors que lui, il tentait de lui faire comprendre qu'il ne transportait que du charbon de bois. J'allais dire au caporal de garde de demander au prévenu de s'asseoir sur le banc en attendant qu'il soit déféré le lendemain matin au commandant, parce qu'il s'agissait, à mon avis, d'une affaire banale. À ce moment précis, je vis arriver le lieutenant en tenue civile, accompagné de certains militaires et civils. Il venait avec arrogance, c'est-à-dire très agité. Il se faisait éclairer d'une lampe à huile de type Coleman et tenait son revolver de la main droite. Il conversait avec les gens qui l'accompagnaient. Pendant ce temps, ceux qui se trouvaient comme moi à la salle de garde suivaient avec attention l'arrivée du dit groupe. Il faut souligner que le chauffeur resta dans la position initiale, c'est-à-dire avec ses bras croisés. L'officier ne demanda mot à personne à son arrivée, mais frappa du pied le chauffeur. À la salle de garde, à ce moment-là, se trouvaient des civils et des militaires. Nous faisions des efforts pour retenir l'officier. Ce n'est qu'au moment où j'allais sortir pour aller cracher que j'entendis une détonation. Je me retournai pour constater que le chauffeur était effondré au sol. Au moment de la détonation, j'ai réalisé que nous autres qui étions présents à la salle de garde aurions pu également être victimes. Dans ce cas, il n'y a vraiment que le lieutenant à savoir quelles étaient ses intentions, s'il voulait frapper le chauffeur à la tête avec son pistolet ou autre, je ne sais pas. Quatrième question. Pouvez-vous nous dire le nom du prévenu qui a été abattu? Réponse. Son prénom est Jules. Je ne connais pas son nom. Cinquième question. L'officier avait-il interrogé le prévenu avant de commencer à le frapper? Réponse. Non, mon major. Sixième question. Combien de coups de pied, d'après vous, l'officier avait-il administré au prévenu avant la détonation? Réponse. Au premier coup de pied, le prévenu flancha. Je n'ai vu que ça. Septième question. Le prévenu s'était-il opposé à l'action du lieutenant? Réponse. Il ne fit aucune réaction. Huitième question. Le prévenu avait-il tenté d'agresser le lieutenant? Réponse. Non. À mon avis, les bras du chauffeur sont jusqu'à présent croisés. Neuvième question. Le prévenu avait-il eu un geste qui aurait pu mettre en péril la vie de l'officier? Réponse. Non. Ceci est tellement vrai que le corps du chauffeur gisait encore au sol avec les bras croisés. Interrogé contradictoirement par la défense. Qui était caporal de garde ce jour-là? C'était le soldat de première classe, Joseph Geffrard. Quel a été votre rôle dans le service de garde du jour? Je suis le sergent du sous-district. Je ne fais pas partie des membres de la garde intérieure. À votre arrivée à la caserne, le caporal de garde ne vous avait-il pas fait un récit de l'incident survenu au poste avancé? Il me fit seulement savoir que le chauffeur avait des problèmes avec la sentinelle du poste avancé. Question. Quelle a été alors votre attitude? Objection de l'accusation. Monsieur le Président, au fil de l'interrogatoire contradictoire, il se dégage très nettement un esprit de mise en accusation du témoin par la défense. Nous faisons le procès de l'accusé et non du témoin. Les questions de la défense doivent se confiner à celles soulevées au cours de l'interrogatoire direct. Il serait pernicieux d'accepter que la défense se livre à des reproches aux témoins sur d'éventuelles erreurs qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions. Réplique de la défense. Monsieur le Président, loin de nous l'esprit que l'accusateur militaire veut nous prêter. Le témoin était présent. Il est sergent responsable. Il doit pouvoir nous entretenir sur les dispositions qu'il a prises en la circonstance. Ce fait n'est nullement hors de sa portée, hors de sa connaissance. Nous voulons par cette question retisser le fil des événements qui se sont déroulés effectivement à cette salle de garde. Décision de la Cour. La Cour accueillit l'objection de l'accusation et rejeta la question. Question.
À quel moment étiez-vous retourné à la salle de garde après avoir entendu la détonation? Réponse: j'étais en train de me déplacer quand j'entendis aussitôt la détonation. Je m'étais alors retourné pour voir le chauffeur allongé par terre. Le Conseil de la défense sollicita l'attention de la Cour sur cette déclaration du témoin, savoir qu'il n'avait pas eu le temps de se déplacer. Question: pouvez-vous citer les noms de quelques personnes qui avaient accompagné l'officier? Réponse: je peux citer le nom de l'autre prévenu, un chauffeur également qui n'est pas mort, celui du magistrat communal François et de nommé Jeannot. Question: quels sont ceux qui étaient présents au moment de l'incident? Réponse: avant l'incident, les personnes dont je viens de citer les noms étaient présentes. Il y avait aussi le caporal Bonnet, Toussaint militaire, et le caporal de garde Geffrard. Question: connaissiez-vous le défunt? Réponse: non. Question: à quel moment l'officier avait-il administré le coup de pied au chauffeur? Réponse: il lui administra le coup de pied dès son arrivée à la salle de garde. Question: comment expliquez-vous l'arrogance de l'officier, c'est-à-dire très agité? Réponse: agité, c'est-à-dire entre guillemets bien surmonté, entre guillemets bien sous tension. La défense ne désira davantage interroger le témoin. Interrogé à nouveau par l'accusateur militaire. Question: l'officier était-il en tenue militaire ou en tenue civile au moment de frapper le prévenu? Réponse: il était en tenue civile. Question: l'officier était-il en tenue civile ou en tenue militaire au moment de donner la mort au prévenu? Intervention de la défense. Monsieur le président de la Cour, l'accusation vient de faire dire au témoin que mon client a donné la mort. C'est un peu tombé dans l'exagération. La victime est tombée à la salle de garde. Dire que l'accusé lui a donné la mort, c'est vraiment montré, monsieur le président de la Cour. C'est inadmissible, monsieur le président de la Cour. La Cour opina comme suit: qu'il l'ait tué, abattu ou donné la mort. Je voudrais bien que vous me montriez la différence. La Cour rejeta l'objection de la défense et autorisa la question. Le témoin y répondit en ces termes: il était en tenue civile. Ce n'est qu'après avoir commis l'acte qu'il enfila sa tenue militaire et alla se rapporter au district de la Croix des Bouquets. Il se fit alors accompagner du soldat Toussaint pour sa sécurité. Ni la Cour, ni la défense, ni l'accusation ne désirèrent davantage interroger le témoin, qui fut avisé et se retira. L'audience fut suspendue pour 20 minutes. L'audience fut reprise. Pour 15 minutes plutôt. L'audience fut reprise. Un témoin à charge entra et prêta dûment serment. Interrogé par l'accusateur militaire. Première question: déclinez vos noms, prénoms, grades et postes actuels. Joseph Geffrard, soldat de première classe, 27 6 71, sous-district de Fonverret. Deuxième question: si vous reconnaissez l'accusé ici présent, dites qui il est. C'est le commandant du sous-district de Fonverret, l'adjudant Robert Metellus, Forces armées d'Haïti. Troisième question: depuis combien de temps êtes-vous cantonné à Fonverret? Réponse: j'y suis cantonné depuis 1979. Quatrième question: quel rôle remplissiez-vous au sous-district de Fonverret le 27 octobre 1986? Réponse: le 27 octobre 1986, je remplissais le rôle de caporal de garde. Cinquième question: pouvez-vous nous dire ce qui s'était passé pendant votre tour de garde le 27 octobre 1986 vers les 8h30 p.m. Réponse: à 8h30 p.m. ce jour-là, la sentinelle me fit savoir qu'il y avait un élément qui lui manquait d'égard. J'étais en compagnie d'un aide de camp. Je dis à celui-ci de m'attendre à la salle de garde. J'allais trouver la sentinelle pour savoir exactement ce qu'il y avait. Arrivé sur les lieux, je procédai à l'arrestation de l'individu en question. Je le conduis à la salle de garde. Ensuite, je fis chercher le sergent. Celui-ci n'étant pas venu, je me rendis personnellement à son domicile. Le sergent regagna alors la caserne.
Il était en train de parler au chauffeur quand l'officier, très énervé, se présenta et aussitôt administra un coup de pied au prévenu. Ce dernier tomba. Au moment où il essaya de se relever, le lieutenant ouvrit le feu sur lui. Intervention de l'accusation. Monsieur le président de la Cour, toutes les personnes présentes dans cette salle d'audience ont remarqué une certaine agitation d'esprit chez le témoin qui semble être très émotif. Pour ne pas entraver sa déposition, l'accusation apprécierait que la Cour lui explique qu'il peut se sentir en sécurité pour déposer dans le calme. Intervention de la défense. Monsieur le président de la Cour, l'accusateur militaire parle de sécuriser le caporal. Or, jusqu'à présent, nous trouvons qu'il dépose correctement, donc nous croyons qu'un tel rappel est inutile. Intervention de l'accusateur militaire. Monsieur le président de la Cour, le capitaine Ernst Prudhomme, Forces armées d'Haïti, est un officier trempé d'acier et intellectuellement et techniquement. Cependant, je suis déçu de voir que cette force qu'il habite l'empêche de pouvoir comprendre qu'il puisse exister des êtres faibles dans la vie. Je maintiens ma demande à la Cour. La Cour demanda à ce que l'interrogatoire se poursuive. 6e question. Le prévenu avait-il tenté d'agresser l'officier avant que celui-ci ait eu à le frapper d'un coup de pied? Non. Réponse. Non. Il parlait au sergent. 7e question. En quelle tenue se trouvait l'accusé au moment de l'accomplissement du forfait? Réponse. Il était en tenue civile. 8e question. Le lieutenant Metellus avait-il procédé à l'interrogatoire du prévenu avant de le frapper? Réponse. Non. 9e question. La victime avait-elle eu un geste irrévérencieux à l'endroit de l'officier avant de trouver la mort? Réponse. Non. 10e question. Le chauffeur, Jules Louis, est-il mort à la salle de garde de la caserne du sous-district Fonverette? Réponse. Oui. Le dit chauffeur est mort dans l'enceinte même de la caserne. 11e question. Pouvez-vous nous dire qui lui a donné la mort? Réponse. Le commandant du sous-district, l'adjudant Robert Metellus. 12e question. Avec quoi le commandant du sous-district avait-il donné la mort au chauffeur Jules Louis? Réponse. Au moyen de son revolver calibre 45. Question. Avait-il eu cette arme à la main avant de donner la mort au chauffeur? Réponse. Oui. Il est venu avec son arme à la caserne. Interrogé par la défense. Quel a été le rapport fait par la sentinelle avant d'arriver sur les lieux? Réponse. Elle m'a rapporté que l'élément lui manquait d'égard. Elle m'avait demandé de procéder à son arrestation, ce que je fis. Question. Par quel moyen étiez-vous informé de l'incident? Réponse. La sentinelle avait dépêché un élément auprès de moi pour m'informer du fait. Question. Sous la responsabilité de qui aviez-vous laissé le prévenu à la salle de garde? Réponse. Je l'avais laissé sous la responsabilité d'un aide de camp. Question. Dans quelle position avez-vous laissé le prévenu à la salle de garde? Réponse. Il était debout. Question. Avez-vous fait un récit de l'incident au sergent? Réponse. Oui. Question. À quel moment l'officier s'était-il présenté à la caserne? L'officier s'était présenté à la caserne 5 minutes après l'arrivée du sergent. Question. Pendant combien de temps le sergent s'était-il entretenu avec le prévenu? Réponse. Environ 5 minutes. Question. À quelle distance se trouvait l'officier quand il avait ouvert le feu sur le prévenu au moyen de son revolver calibre 45? Réponse. Environ 2 mètres. Question. Combien de coups de pied l'officier avait-il administré au chauffeur? Réponse. Un seul coup de pied. La défense ne désira davantage interroger le témoin. Réinterrogé par l'accusateur militaire. Question. Au cours de votre formation de soldat, aviez-vous suivi un cours sur le pistolet calibre 45? Objection de la défense. L'accusation est en train d'attaquer la crédibilité du témoin, d'un témoin plutôt cité par elle. Ceci est inadmissible. En répondant à cette question, le témoin ne pourrait que s'avilir. L'accusation répliqua comme suit. Il ne s'agit nullement d'attaquer la crédibilité du témoin.
pour avoir eu la chance de collaborer à la formation d'officiers et d'enrôlés, je sais qu'il ne figure pas dans le curriculum des soldats un cours sur le pistolet Colt 45. C'est une arme exclusivement réservée au service des officiers des forces armées d'Haïti. Il n'est même pas impossible que cet enrôlé n'ait jamais touché à un pistolet Colt 45. D'ailleurs, il nous a parlé d'une arme qui n'existe pas, le revolver calibre 45. La défense veut empêcher que ce point noir soit éclairci parce qu'elle compte l'utiliser au moment de la présentation de l'arme du crime. Je demande donc que la question soit posée. La défense répliqua: Monsieur le Président de la Cour, l'accusation attaque la crédibilité de son témoin et veut pour se couvrir lire dans nos pensées futures. Il faut admettre qu'elle nous connaît beaucoup. L'accusation fit ressortir qu'au terme de l'article 274 du manuel de justice militaire, la crédibilité ne prend pas le sens que veut lui accorder la défense et insista pour que la question fût posée au témoin. La Cour fit droit à la requête de l'accusation en rejetant les objections de la défense. Le témoin fut autorisé à répondre à la question. Réponse: oui. Interrogé par la Cour. Question: quelle réaction a eu le commandant du sous-district de Fonds-Verret après avoir donné la mort au chauffeur Jules Louis? Réponse: il fit chercher le juge de paix et le beau-frère du chauffeur qui est mort. Ou plutôt, il fit chercher le juge de paix et le beau-frère du chauffeur qui est mort a été gardé en prison puis envoyé le lendemain matin au tribunal. Question: qu'est-ce qu'il a dit au chauffeur avant de l'abattre? Réponse: il ne lui avait pas parlé. Il s'était adressé au sergent. Il avait seulement frappé le prévenu d'un coup de pied et l'a abattu après. Question: qu'a-t-il dit après la mort du chauffeur? Réponse: il a dit de mettre en prison l'autre élément, de faire chercher le juge de paix pour le constat. Ensuite, il s'est rapporté au district de la Croix-des-Bouquets. La Cour ne désira davantage interroger le témoin. Ni l'accusation, ni la défense, ni la Cour ne désirèrent interroger davantage le témoin qui fut avisé et se retira. À cette phase des débats, l'accusateur militaire sollicita un ajournement des travaux au terme de l'article 349 du manuel de justice militaire. La Cour fit droit à la demande de l'accusateur militaire et ajourna ces travaux à 14h30 pour les reprendre le lendemain 25 novembre à 10h. Lecture fut donnée des minutes du premier jour du jugement, lesquelles furent sanctionnées. On a fait la mention. Monsieur le Président de la Cour, c'est pas grave. Monsieur le Président de la Cour, honorable membre de la Cour. Nous l'avions dit depuis hier. Et depuis l'ouverture des débats, en vertu de la mission qui vous est confiée, tant par
l'autorité de convocation. Et les dispositions légales qui régissent et doivent régir votre comportement au sein de cette assemblée pour entendre cette espèce. Notre objectif, et l'objectif est commun, est de rechercher la vérité et faire la lumière sur cet incident survenu le 27 octobre 1986 à Fonverette, incident au cours duquel le chauffeur Jules Louis a trouvé la mort. Nous ne doutons pas, messieurs les membres de la Cour, de votre compétence, de vos larges connaissances en matière juridique et de vos possibilités d'analyser, ou du moins de vos possibilités d'analyse. Toutefois, j'ai tenu à faire pour vous un petit rappel sur les dépositions que nous avons recueillies hier, et ceci à partir du sergent Jacques Marcelin et du soldat de première classe Joseph Geffra. Messieurs les membres de la Cour, à partir de ces dépositions, il y a, et j'estime qu'il y a des faits importants qui doivent retenir votre attention. Savoir, premièrement, le sergent Jacques Marcelin vous a déclaré, et en présence de nous tous ici, que l'officier était arrivé à la salle de garde et ne parla à personne et s'en prit au malheureux Jules Louis. C'était dit, c'est déclaré. Alors que le même soldat de première classe, Joseph Geffra, qui était également dans la salle de garde, a déclaré que l'officier parla au dit sergent. Monsieur le Président de la Cour, honorable membre de la Cour, le sergent Jacques Marcelin, en terminant sa déposition, nous a également déclaré qu'il ne connaissait pas les intentions de l'officier, c'est-à-dire s'il voulait frapper à la tête la victime ou le tuer. Alors que le même soldat Joseph Geffra nous a déclaré ici qu'après avoir reçu le coup de pied, le nommé Jules Louis est tombé à 2 mètres et l'officier l'a abattu. Autant de faits contradictoires, honorables membres de la Cour, d'une importance capitale, qui doivent, à partir de ce moment, vous aider à former votre intime conviction. Car il ne faut jamais oublier, vous êtes ici en tant que juge et juré. Juge, vous devez juger suivant les dépositions faites ici et les lois, comme juré suivant votre intime conviction. Une intime conviction qui se formera à partir des dépositions qui seront faites ici devant vous.
Nous n'allons pas jusqu'à dire que ces témoins étaient habilement préparés pour venir nous appeler ici. Toutefois, nous estimons, honorables membres de la Cour, qu'ils ont eu une très pauvre connaissance de l'incident qui s'est passé, qui s'était passé le 27 octobre 1986 à la salle de bain. Car on ne saurait imaginer de telles contradictions entre deux témoins ayant assisté, je pourrais même dire participer, parce qu'ils ont eu chacun sa partition à jouer dans cette affaire, pour avoir été sergent de district et caporal de garde. Nous ne comprenons pas pareille contradiction, Monsieur le Président de la Cour. Et cette contradiction, Monsieur le Président de la Cour, je vous le dis encore, doit retenir votre attention et à toute son importance pour les dépositions à venir et particulièrement pour votre intime conviction. Merci, Monsieur le membre de la Cour. Ok, la Cour. Monsieur le Président de la Cour, je viens d'entendre le réquisitoire prématuré Non, nous n'avons pas que des mises au point. Je viens d'entendre, Monsieur le Président de la Cour, le réquisitoire prématuré de mon confrère de la Défense. En tant qu'accusateur militaire, par devant cette Cour, il m'appartient d'aider le Président et les membres de la Cour à retrouver les principes qui guident tout jugement militaire. J'ai la certitude absolue, Monsieur le Président de la Cour, honorable membre de la Cour, qu'il n'existe pas un seul point du Code des règlements relatif à la justice militaire qui vous échappe. Cependant, je voudrais dire d'abord que l'intervention de la défense à cette phase du jugement ne pourrait, ne saurait, ne devrait être qu'une intervention sur les minutes tenues au premier jour. Il ne pourrait intervenir que pour dire qu'il n'est pas d'accord avec telle phase enregistrée dans les minutes, qu'à son sens, ceci avait été dit de préférence à la place de cela. Monsieur le Président de la Cour, en tant que gentleman, j'ai refusé de couper la parole à la défense, bien que le trouvant en flagrant délit de violation des principes qui gouvernent tout jugement militaire. Je me suis abstenu d'intervenir et je ne le regrette pas, parce que notre confrère de la défense a tenté de nous accuser d'avoir habilement préparé nos témoins. Il est allé plus loin, Monsieur le Président de la Cour, et ça c'est grave, d'accuser les témoins qui ont déposé ici de participation aux forfaits qui se sont déroulés à la salle de garde à Fontveret. Fort malheureusement, il n'est pas prévu dans le manuel de justice militaire un article où l'on pourrait mettre sous le banc de l'accusation le confrère de la défense. Car, je vois vos intentions. Je vois vos intentions. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Continuez. Car, Monsieur le Président de la Cour, la loi reconnaît à la défense tous les droits. Car dans ce procès, il y a la liberté de l'homme qui est en jeu. Mais cet objectif noble qui doit être poursuivi par la défense doit l'être dans l'honneur et dans la dignité. Dans l'honneur et dans la dignité qui caractérisent tous les faits et gestes d'un officier aussi valable que je persiste à vouloir reconnaître dans le capitaine Ernst Prudhomme, avocat de la défense. Monsieur le Président de la Cour,
l'accusation est intervenue pour préciser que la défense n'avait pas ce type d'intervention à faire, car nous sommes à la poursuite de son client. Nous sommes en train de soutenir l'accusation. Il aura la possibilité de soutenir sa défense. Il aura également la possibilité de présenter son argument de clôture, sa thèse de défense. En résumé, Monsieur le Président de la Cour, j'estime que c'est une manœuvre d'intimidation à laquelle vient de se livrer mon confrère de la défense. Mais garant de vos connaissances juridiques, de votre sang-froid, je suis sûr que cette petite manœuvre-là ne sera qu'une petite manœuvre. Merci, Monsieur le Président de la Cour, et je demande de poursuivre avec l'accusation en faisant entrer le troisième témoin de l'accusation, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Cour, c'est une petite rectification. Non, écoutez, défense, Conseil de la Défense, vous savez très bien qu'on n'est pas au débat généraux. Je le sais très bien, Monsieur le Président. Ce qui veut dire, pour votre intervention, la Cour a préféré vous entendre de façon à voir clairement ce que vous vouliez dire. C'était bon, ce qui veut dire, ce que vous avez dit, nous l'avons entendu, mais je vous suggérerais de compiler vos objections, vos recommandations ou bien vos opinions pour les débats généraux. Maintenant, on est à la phase de l'audition des témoins. On continue, on poursuit avec l'audition des témoins. Monsieur le Président de la Cour, je suis parfaitement d'accord avec les faits avancés par vous ici. Mais c'est un devoir pour nous, Monsieur le Président de la Cour, et pour tout, et même pour l'accusation de faire le jour sur la question. Nous n'avons fait que vous éclairer sur certains faits avancés. Ces choses ont été dites ici. Nous n'avons rien avancé de nouveau, et c'est notre devoir, étant donné que l'audience a été suspendue hier. C'est normal. C'est tout à fait régulier pour la défense de vous faire un petit rappel sur les faits qui ont été déposés ici, Monsieur le Président de la Cour. Mais ceci dans l'intérêt de la justice. Dans l'intérêt de la justice. D'accord, Conseil de défense. Mais on vient de lire les minutes d'hier pour rafraîchir justement les mémoires. Monsieur le Président de la Cour, il y a certaines petites susceptibilités dans ces affaires. Oui, on a bien. Seule la défense ou l'accusation est habile à éclairer la Cour. Et c'est notre devoir. Nous avons une responsabilité. Vous également, vous avez une responsabilité. Vous devez m'aider à éclairer la Cour au lieu de faire pareille objection, pareille réplique. C'est un devoir pour nous, monsieur le maire de la Cour. Nous ne voulons pas éterniser le débat. On va continuer avec l'audition des témoins. Faites rentrer le prochain témoin. Le caporal Bonnet Jean Ferret. Debout, caporal. Comment vous appelez-vous? Qui Jean Relais? Caporal Baudet Jean Ferret. Jean Ferret. Vous, caporal Bonnet Jean Ferret, jurez solennellement devant Dieu que la déposition que vous ferez dans la cause pendante maintenant devant cette cour sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et que vous direz tout ce qui est à votre connaissance relativement aux faits que l'on juge. Levez mes doigts, tout dit je le jure. Je jure. Ok, décoiffez au chita. Caporal, nous allons poser une série de questions pour intelligence interrogatoire,
président quoi m'a posé question, ou bien défense l'a posé question, président quoi a traduit et question pour en créole, ou a prendre tout le temps posément sans presser pour répondre, pour dire toutes sortes de connaissances qui sont relatives à la question que vous posez. Déclinez vos noms, prénoms, grade et poste actuel. Bay nom, prénom, matricule, grade avec poste courrier Kounia. Caporal Bonnet Jean Ferret, 25 710 FADH. Non, vous baillez. Jean Ferret Bonnet. RUT. Bonnet. 25 770. 25 710. Si vous reconnaissez l'accusé ici présent, dites qui il est. Adjudant Robert de Prométhélis. Tant l'homme fin traduit pour vous répondre chaque question. Silence. Sou qu'on accuse à dans salle là, dit qui moun que lié. Adjudant Robert de Prométhélis. Où étiez-vous le 27 octobre 1986 vers les 8 heures du soir? Qui côté le 27 octobre 1986 vers 8 heures du soir. 27 octobre 1986 vers les 8 heures du soir, moi j'étais là caille moi. Non loin poste de 8 sentinelles là. Mon petit sommeil réveil. Non loin? Non loin poste de 8 sentinelles là. Qui bon? Font verret. Vous pouvez continuer. Étant un petit sommeil réveil, à surprendre moi entendons un cartouche tiré dans le poste sentinelle là. Après 5 minutes écoulées, cartouche la fin tiré, moi mets ton chapeau dans la tête, moi prends un bâton de là même, moi sorti. Continuez. Je suis sorti, mal dans le flamand des sentinelles là, moi t'en un cartouche qui tire, côté le tiré là. Continuez.
Il dit moi caporal, c'est un camion qui passe là, moi fouiller le camion pour moi s'il pas porter planche bois à pain. Continuez. Pendant que le fin fouiller le camion, il dit pas jouer bois à pain, il laisse le camion aller. Continuez. À partir de ce moment, Sentinelle a dit, il prend son bois pain, il dit que il saute pour une machine, il va jouer bois pain là-dedans. Sûrement c'est la machine sa campagne là, bois pain en gagne là-dedans. Continuez. Élément qui victime non, qui vient de dire, Gilles Louis Chauffeur, répond sentinelle là, caporal sous pensée c'est dans le camion bois pianté, c'est pour monter dans le camion, venir chercher bois pianté. Continuez. Delphine dit sentinelle là ça, sentinelle là dit lui, est-ce qu'on doit monter de machine, débarquer machine déjà? Continuez. De là, toujours au dire de sentinelle là, parce que je ne suis pas présent, l'un des éléments ça, alors des échanges de paroles et de mots de sentinelle là et éléments victimes là. Alors ça ressemble que pas de faire sentinelle la plaise. Continuez. Et puis de là, dans l'échange de mots toujours, sentinelle là dit élément, alors soit comment que me dégâts, au cas de me mettre en roi qui veut dire dans la caserne.
Continuez. Et puis là, même parole là, caporal là dit, monsieur, ou arrêtez. Alors toujours, dit des sentinelles là, m'bat là, il dit ou arrêtez, et puis l'élément mariné avec caporal là, il kembe fusil. Continuez. Là, embrasser, élément embrasser caporal là fait du que, élément même mettre en colette, et puis pour élément capable de caponner, il tire un cartouche en l'air. Continuez. Et puis là, sentinelle là, vous appelez caporal garde là. Caporal garde là venu tout de suite, il a arrêté l'élément, il est monté dans la caserne avec. Continuez. Après toute information ça c'est clair que sous district à moyen, ils ont toujours connu le vin lever dans cabane là pour taper message. Moi dit bon pendant incendie ça a passé, il faut que le lieutenant au courant. Continuez. Et puis, le mauvais cas lieutenant était déjà fait mes portes. Il me relève mon commandant pendant 3 fois. Lui, quand il m'a dit moi-même caporal bonnet. Sous capot prendre pour moi caporal. Pendant que le mauvais cas lieutenant, porte était déjà fermée, moi relève lui. Il m'a dit qui m'a dit ça, moi dit c'est moi-même caporal bonnet. Continuez. Il ouvre la porte, il fait moi rentrer, il m'a dit bonnet ça qui passe. Moi dis mon commandant sur un petit incident qui passait, un sentinelle là avec un chauffeur, il a arrêté le chauffeur, il est monté dans la caserne ensemble avec lui.
Continuez. Et puis le lieutenant Limon Coleman, te continué ville là, il dit nous on a le caserne avec lui. Il te continue de là, demander, tu veux là pour aller dans la caserne avec. Oui, mon mari. Je suis capable de prendre sorte de diable. Limon Coleman non, il remet moi et puis te continué ville là, tout, il dit nous on a accompagné, on a le caserne. Continuez. Et tant que nous venons en caserne, moi je vois un élément campé devant carré caporal de garde là, c'est gens même campé à droite. Continuez. À peine arrivé dans la salle de garde là, nous finissons l'élément campé. Étant donné que c'est clair judiciaire moyen, le lieutenant dit caporal à l'ouvre bureau. Bureau même faut faire un petit dé tout pas sous là pour aller au bureau. Mais l'ouvre bureau et puis nous touche à l'bureau, m'a temps arrivé dans le bureau. C'est bureau pas ou bureau pas lieutenant de voyer à l'ouvrir. Son seul bureau, alors c'est clair, bureau à gauche, bureau lieutenant à droite. Très bien. Alors dans la même pièce là? Oui, dans la même pièce là, mon âge. Continuez. Après 10 minutes environ, moi j'entends un coup de feu faire d'eau dans la salle de garde là. Moi pas sorti tout de suite. 10 minutes après. J'ai entendu une détonation provenant de la salle de garde. Continuez. Alors moi pas de cas quitter le bureau à ouvrir pour me sortir tout de suite. C'est l'aime qui prend temps de faire mes bureaux et puis l'aime sortir, mal temps sous le cadavre là à terre. Ce n'est qu'après avoir
Continuez. Là, ça a fini, et puis moi, rentre dans la salle, je me l'élément, je tout saisi. Et puis c'est là, ça, tout magistrat, inspecteur frontalier, garde civil était là, et puis le lieutenant était en dedans, il saute dehors, et puis il a parlé avec nous, il dit, tout saisi ça, parce qu'il pensait, Zam était assuré, il semble que son faux mouvement, il était fait, et puis pendant, alors il dit, magistrat, nèg la marine avec lui, alors, oh, dit, le lieutenant va Excusez-moi, Caporal, commencer, mais pas trop long comme ça. Alors, là, je viens sortir, je viens jouer un cadavre là à terre. Et puis, le lieutenant vient sauter dehors avec magistrat communal là. Et c'était fondé à 2-3 militaires et civils. Ok, très bien. Inspecteur frontalier, magistrat. Oui, moi, genre. Et puis qui est-ce encore? L'autre soldat là, il est déjà là. Non, vous dites que lieutenant sorti dans la salle là, tu as un magistrat, inspecteur frontalier. Et puis tu as deux autres soldats. Il y a là tous ces sergents avec l'autre là. Et 2 autres soldats. Après que le lieutenant finit sorti de avec inspecteur frontalier, soldat et puis magistrat. Et ça, il a pas la monsieur dit ça. C'est tant nèg la foncé sous lui. Et tant nèg la foncé sous lui, nèg la marine avec et puis il balle la chape. Moi, je continue, Caporal. Et puis dès là, il faut chercher le juge de paix à lui faire constat. Monsieur le Président de la République, je ne sais pas si vous faites lire la question et la réponse avant. Oui, lisez la question et la réponse. Question. Où étiez-vous le 27 octobre 1986 vers les 8h PM? Réponse. Le 27 octobre 1986 à 8h PM, j'étais chez moi, non loin du poste de la sentinelle à Font-Verrette. Je dormais d'un sommeil léger quand j'entendis une détonation. 5 minutes plus tard, je me coiffai. Je pris un bâton et sortis de chez moi. Je m'en fus trouver la sentinelle à qui je demandais d'où venait le bruit de la détonation que je venais d'entendre. Il me répondit qu'un camion est passé. Ah oui. Elle me répondit qu'un camion est passé par là. Je le fouillai pour voir s'il ne transportait pas de planches de pain. Après avoir fouillé le camion, n'ayant trouvé du bois de pain, elle le laissa partir. À ce moment, la sentinelle me dit qu'elle percevait une odeur de bois de pain. Étant donné que le premier véhicule fouillé était parti, cette odeur ne pouvait donc provenir que du camion resté en stationnement et en panne à quelques mètres de là. La victime, M. Jules Louis, dit à la sentinelle: Caporal, si vous croyez que gen bois peine dans le camion, c'est pour monter sous dol à chercher. Entre guillemets. La sentinelle lui répondit: avez-vous l'habitude de me voir monter sur les véhicules pour les décharger? Au dire de la sentinelle, puisque je n'étais pas là, à ce moment, il y eut échange de paroles et ceci ne lui plut point. Continuant avec les échanges de mots, la sentinelle fit savoir au chauffeur
que s'il continuait à lui manquer d'égard, il sera forcé de le déposer à la caserne. À ce moment, la sentinelle le mit verbalement en état d'arrestation. Le chauffeur s'y opposa et dans un corps à corps avec la sentinelle, il empoigna le fusil de cette dernière. La sentinelle, se voyant agrippée au collet par le chauffeur, tira une balle en l'air pour se dégager. La sentinelle fit appeler le caporal de garde qui arriva sur le champ. Il procéda à l'arrestation du chauffeur et le conduisit à la caserne. Étant clerc du poste, sachant qu'on a l'habitude de me convoquer pour la préparation des messages, je me dis qu'il fallait que le commandant soit au courant de l'incident. Je m'en fus chez le lieutenant, je frappai à la porte plus de 3 fois. Ce dernier demanda qui était là et je m'identifiai. Il ouvrit la porte et me fit entrer. Il me demanda ce qu'il y avait. Je lui fis le